Dans la séquence de maintenant, on va démontrer la décomposition de Dunford pour un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie sous une petite condition, en utilisant la séquence précédente où on a montré que le radical d'un polynôme possède une racine dans l'algèbre de rupture du polynôme sous une même condition qu'on verra. Donc, énonçons tout de suite le théorème de Dunford, soit K encore, et E, un K espace vectoriel de dimension finie. Donc, soit U, un endomorphisme K linéaire de E, et soit qui indice U, donc K crochet X, le polynôme caractéristique de U. Alors, supposons, voilà la condition pour que l'algorithme marche. On verra, il y a des contre-exemples si cette hypothèse n'est pas satisfaite. Donc, supposons que les facteurs irréductibles du polynôme caractéristique, donc K crochet X, qui indice U se décompose dans K crochet X comme un produit de facteurs irréductibles, et on suppose que les facteurs irréductibles de qui indice U dans K crochet X sont à racine simple dans une clôture algébrique K bar de K. Clôture algébrique K bar de K. Alors il existe les endomorphismes U indice S et U indice N de E. Ils sont même des éléments de la sous-K algèbre de Hand K de E engendrée par U. C'est la plus petite sous-K algèbre unitaire de Hand E contenant U. Alors il existe U indice S et U indice N. U indice S pour la partie semi-simple de U et U indice N pour la partie nilpotente de U. Tel que U indice S est diagonalisable sur K bar et U indice N est nilpotent. Avec, bien sûr, U, c'est la somme des deux. Donc la remarque, c'est que d'habitude on rajoute la condition que U indice S et U indice N commutent. Ici, on a une condition qui l'implique, qui est plus forte. En fait, U indice S et U indice N s'écrivent comme des polynômes en U à coefficient d'un K. Donc une conséquence, c'est que US et U indice N commutent. Car K crochet U est une K algèbre commutative, comme on en a vu dans la séquence sur les algèbres.
Alors la démonstration va s'appuyer sur le théorème qu'on a démontré dans une séquence précédente, où on a montré que le radical d'un polynôme possède une racine dans l'algèbre de rupture du polynôme sous une certaine condition. Et la même condition portant sur le facteur irréductible tout à l'heure. Donc, afin d'appliquer ce théorème, soit P donc le polynôme caractéristique de U, donc un polynôme K crochet X, il est non nul, comme tout polynôme caractéristique. Et soit R le radical de P, donc K crochet X. Donc, grâce à l'hypothèse sur le polynôme caractéristique, à savoir que tous ces facteurs irréductibles dans K crochet X sont des polynômes à racine simple dans K bar, le théorème de la séquence précédente s'applique, et R possède une racine qu'on a appelée S dans l'algèbre de rupture qu'on avait noté A, et K crochet X est quotienté par l'idéal engendré par P. Et de plus, si on note N, la différence de X et S, où X c'était la classe de grand X dans A, cet élément-là est nilpotent. C'est un élément nilpotent dans A. Donc on va transférer ça vers des endomorphismes, donc soit F de K crochet X dans la K-algèbre des endomorphismes K linéaire de E, le morphisme d'évaluation en l'endomorphisme U. Donc F envoie un polynôme Q sur Q évalué en U. Donc d'après Cayley-Hamilton, F envoie P sur P de U égale 0. C'est l'endomorphisme nul. P évalué en U, c'est l'endomorphisme nul. C'est l'énoncé de Cayley-Hamilton qui le dit. Et donc du coup, F envoie tout l'idéal engendré par P sur singleton 0. Et d'après la propriété universelle du quotient, le morphisme F induit, un morphisme de K-algèbre F bar de K crochet X quotienté par l'idéal engendré par P, c'est-à-dire l'algèbre A, dans l'algèbre des endomorphismes K linéaire de E. Et en fait, dire que F bar est induit par F, ça veut dire que F bar de la classe de Q, ce n'est rien d'autre que F de Q, c'est-à-dire que c'est Q de U. Donc on voit exactement ce que c'est comme morphisme. Donc maintenant, dans A, on a cette décomposition de petit x, donc soit US, l'image par F bar de l'élément S, et U indice N, l'image par F bar de l'élément N dans A. Comme x, petit x, et la classe de x est égale à S plus N, dans A, F bar de x, F bar de la classe de x, c'est F bar de S plus F bar de N. Alors, F bar de x, comme on vient de rappeler, F bar de x, c'est simplement x évalué en U, donc c'est l'endomorphisme U.
Et par définition, on a f bar de s. F bar de s, c'est us. Et f bar de n, c'est u indice n. Donc on a bien une décomposition de u en deux endomorphismes, u indice s et u indice n. Maintenant, comme r de s égale à 0 dans A, j'ai envie d'évaluer R en l'élément U indice S de la K-algèbre des endomorphismes K-linéaires de E. Donc c'est R de F bar de S. On a vu dans la partie sur les algèbres, on a vu que l'évaluation d'un polynôme commute avec tout morphisme de K-algèbre. Donc R de F bar de S, c'est aussi F bar de R de S. Alors R de S, c'est 0 dans A, donc F bar de 0, c'est bien sûr l'endomorphisme, c'est l'endomorphisme nul dans l'algèbre des endomorphismes K-linéaires sur. Donc l'endomorphisme U indice S, c'est un endomorphisme qui est annulé par un polynôme à racine simple dans K bar. Et donc ça implique que U indice S est diagonalisable sur K bar. R c'est le radical de P, le polynôme R c'était le radical de P, et qui est donc à racine simple par hypothèse. Ce radical de P est à racine simple dans K bar, et donc U indice S est diagonalisable. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, que oui, R c'est le radical de P, on l'a bien dit auparavant, et comme tous les facteurs de P dans K crochet X sont à racine simple dans K bar, le produit des facteurs irréductibles unitaires de P est un polynôme à racine simple dans K bar. Et donc ça implique que US est diagonalisable sur K bar. Et ensuite, il faut démontrer que U indice n est nilpotent. Donc soit E, un entier naturel non nul tel que n puissance E égale 0. On sait que n est nilpotent, donc il existe un entier naturel non nul E tel que n puissance E égale 0 dans A. Alors, U indice n puissance E, c'est donc f bar de n puissance E. Comme f est multiplicatif, f bar de n puissance E, c'est f bar de n puissance E. C'est f bar de 0 dans A, et donc c'est 0 dans l'algèbre des endomorphismes K-linéaires de E. Et donc on a U indice n est bien nilpotent. Par définition, U indice S et U indice n sont dans l'image de f bar. L'image de f bar, comme c'est un morphisme induit par f, c'est l'image de f. Et l'image de f, comme on a vu dans la séquence sur les algèbres, l'image de f, c'est la sous-algèbre unitaire des endomorphismes K-linéaires de E engendrés par U, K crochet U. C'est-à-dire les endomorphismes qui s'écrivent sous la forme un polynôme à coefficient d'un K évalué en U. Et donc on a démontré la décomposition de Dunford. Alors on va l'illustrer sur une feuille de calcul sage. Donc je rappelle un peu de notation pour qu'on voit bien comment ça s'implémente explicitement. Donc ce cas toujours encore, et P dans K crochet X est un polynôme non nul. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le polynôme caractéristique d'un endomorphisme. Soit R le radical de P, donc R est le produit des facteurs irréductibles unitaires de P. Je l'écris ici. Les EI ici sont des exposants des facteurs irréductibles de P, ça va revenir plus tard.
Donc on note A l'algèbre de rupture de P, donc A c'est K crochet X quotienté par P. Et on a donc P évalué en X bar est égal à 0. Donc on va donc appliquer le théorème qu'on a démontré dans une séquence précédente, qui dit que R possède une racine dans A, le radical de P, même le radical de P possède une racine dans A, ce qui n'est pas clair d'ailleurs, parce que le candidat X bar, qui est une racine de P dans A, n'est pas une racine de R, parce que R de X bar, c'est la classe de R de X, et la classe de R, a priori, est non nulle, parce qu'il n'y a pas de raison que R soit divisible par P. S'il y a au moins un des exposants EI qui est supérieur ou égal à 2, la classe de R n'est pas 0 dans A. Donc, comme on a vu, on applique la méthode de Newton. Donc, l'algorithme, ça marche comme ça. On appelle E le maximum des exposants E indice I. On suppose que P est de degré au moins 1. Donc, du coup, E est un entier naturel non nul. Et on sait que P divise R puissance E. Et du coup, R de X, petit x c'est la classe de X, et R de X est nilpotent dans A. Car R de X puissance E, c'est la classe de R puissance E, c'est égal à 0, on l'a déjà vu. Alors, R', bien sûr, est la dérivée de R, c'est la dérivée algébrique. Avec la définition habituelle, on peut définir une dérivée algébrique d'un polynôme. Et on a vu que R' de X est inversible dans A. Et d'ailleurs, de manière générale, je saute un peu les arguments ici qu'on a déjà vus. On démontre par récurrence qu'on peut définir une suite, donc x0 c'est petit x, la classe de grand X, et on définit x indice n par x indice n-1 moins R' x indice n-1 inverse que multiplie R de x n-1. Et on sait que xn va être une racine de R dans A dès que n est un entier, avec 2 puissance n supérieur ou égal à E, où E c'est le maximum de EI. Donc on l'appelle petit s. Et cette racine a une propriété intéressante, c'est que x moins s est nilpotent, et on a même n puissance E égale à 0. Donc regardons comment ça fonctionne dans Sage. Donc commençons avec K, le corps de nombre rationnel. Et du coup, je définis Kx, ici dans cette cellule-là, j'ai défini Kx, l'anneau de polynôme, quotient dans K, en l'indéterminé x majuscule, et je déclare x comme étant le générateur de cet anneau de polynôme, et j'évalue Kx pour être sûr que je dispose bien d'un anneau de polynôme en x sur Q. Alors la condition que tout polynôme irréductible divisant P est à racine simple dans K bar est automatiquement satisfaite parce qu'on a un caractéristique 0. Donc, je peux prendre pour P n'importe quel polynôme que j'ai ici donné par cette décomposition en facteurs irréductibles. Parce que là, tous les facteurs que vous voyez sont irréductibles. xd plus 1 l'est parce qu'il est même irréductible dans R crochet x. Et x3 moins 2, il est irréductible parce que c'est un polynôme d'Eisenstein quotient dans Z, donc pour le premier 2. Donc ça, je calcule P si je lui demande. C'est un polynôme de degré 35. Ça, je peux calculer le radical, donc je lâche la méthode radicale sur le polynôme P, ça s'écrit P.radical parenthèse, parce qu'il n'y a pas d'argument. Et P, R est de degré 7, comme on s'y attendait, parce que P est un produit de 1, 2, 3, 4 polynômes à un certain exposant, donc R c'est le produit de x, x-1, x2 plus 1, x3 moins 2, donc de degré 1 plus 1 plus 2 plus 3.
ça fait bien un polynôme de degré 7. On aura besoin aussi de la dérivée de P, que j'appelle Rp pour R', qui est de degré 6. Et ensuite, je définis l'algèbre de rupture de A, donc c'est le quotient du corps K crochet X par l'idéal engendré par P. Donc dans Sage, on peut y avoir accès avec la méthode quotient qui s'applique à un anneau. K crochet X point quotient Px sur le quotient par P, et le générateur est appelé petit x comme ce qu'on a fait précédemment. Petit x c'est la classe des x. On peut vérifier que P a bien une racine en x. On peut calculer P de x, et ça je trouve bien 0. Et on peut même voir que R n'a pas de racine en x. Quand il calcule, on voit une expression, donc c'est un élément de A qui a l'air non nul. On pourrait être sûr, on peut demander Sage, est-ce qu'il est vraiment non nul? Donc je demande Sage, R de x, est-ce qu'il est égal à 0? Il dit que c'est faux. Ensuite, on calcule E, donc l'exposant maximum dans la décomposition en facteur irréductible de P. Je veux que ça, je fasse tout le travail pour que je puisse après facilement changer de polynôme éventuellement et refaire tel calcul. Donc comment on peut attraper le maximum des exposants? On peut le faire par exemple en factorisant Sage. Ça c'est une expression compliquée qu'on peut transformer en liste. Donc je veux une liste de couples, une liste de couples. Chaque couple est un facteur accompagné de son exposant dans la décomposition en facteur irréductible. Donc du coup, je peux déballer ça, cet argument-là. Donc underscore ici, c'est le dernier argument calculé. Si je lâche l'étoile là-dessus, sur une liste, ça enlève les crochets. Donc je fais un zip de 1, 2, 3, 4 couples. Si on fait un zip de 4 couples, ça me donne un couple d'éléments. Le premier élément, c'est la liste des facteurs irréductibles. Et le deuxième élément, c'est la liste des exposants. C'est ça ce qui m'intéresse. Donc je prends le dernier élément de ce que je viens de calculer, underscore 1, c'est ça, je calcule le dernier élément, c'est 3, 4, 5, 6, et je peux prendre le maximum de ça, et je déclare E égal à ce maximum. Et qui est égal à 6, on avait déjà vu, parce que le polynôme P, on l'avait défini, où les exposants c'est 3, 4, 5, 6, et 6 c'était donc bien l'exposant maximal. Ensuite, je définis la suite de xn, je l'appelle sx, parce que sinon il y avait un conflit. D'ailleurs, même dans le texte, il y avait un conflit. Si on appelle petit x la classe de x, je ne peux pas appeler la suite x, parce que c'était déjà une variable de prise. Mais bon, ça ne nous est pas trop gêné dans la partie mathématique. Évidemment, dans ça, c'est gênant. Je ne pouvais pas définir une suite x indice n ici, x de n. Donc je définis sx, sx est la suite x. Donc si n est égal à 0, c'est juste petit x. Et si n est non nul, je prends x indice n-1 et je retranche r' en x indice n-1 inverse que multiplie x indice n-1. R de x indice n-1. Donc ça définit la suite et je peux calculer maintenant le terme de la suite. Par exemple, le terme 0 c'est x. Terme 1 c'est déjà plus compliqué, c'est un élément de A, donc c'est pas étonnant que ce soit une expression polynomiale en petit x, parce que A c'est k crochet x quotienté par p qui est un polynôme de degré 35. Donc du coup, la division euclidienne me rend une expression polynomiale de degré 34. Donc on est dans un Q-algèbre, donc on n'est pas étonné de voir des coefficients qui sont des nombres rationnels.
Je vérifie à tout hasard si x de 1 n'est pas déjà une racine. Et, il dit que non. R de x de 1, il est non nul. Je calcule x indice 2, le deuxième élément de la suite. Et je calcule la valeur de R en cet élément, qui a l'air non nul. Et effectivement, ça, je confirme qu'il est non nul. X de 3, x indice 3. Et là, le polynôme R évaluant x indice 3 est nul. Ce qui colle bien avec ce qu'on a vu, parce que on avait vu que x indice n était une racine de R si 2 puissance n est supérieur ou égal à e. Or 2 puissance 3 est égal à 8 est bien supérieur ou égal à 6, et c'est le plus petit entier naturel avec cette propriété, donc on n'est pas étonné de voir que x indice 3 est une racine de R. Donc en fait c'est même une racine de P. Alors ensuite on va vérifier que x moins s est bien un nilpotent, parce qu'on a envie de l'appeler n. Donc je calcule la suite des puissances x moins s puissance i pour i va de 0 à e, et on constate qu'ils sont tous non nuls sauf le dernier, donc on ne peut pas faire mieux ici dans cet exemple. Voilà, donc ça c'est une illustration du théorème qui dit que le radical d'un polynôme possède encore une racine dans l'algèbre de rupture du polynôme. Alors avant de voir l'application à la décomposition de Dunford, faisons un deuxième exemple où je prends k égale f2. K égale f2, voilà, k égale f2. Et du coup, j'ai copié toutes les cellules précédentes. Alors là, pareil, tout polynôme non nul dans f2 crochet x est séparable, c'est-à-dire tous les polynômes, tous ces facteurs irréductibles sont automatiquement en racine simple dans f2 bar, car f2 est un corps parfait. Bon, passons. Je prends un polynôme p que je donne encore par sa décomposition en facteurs irréductibles. Un polynôme de degré 26. J'appelle R la radicale, Rp sa dérivée. Et je définis encore A l'algèbre de rupture de P. Donc P s'annule bien en X, R s'annule pas en X. Et maintenant j'ai abrégé un peu la définition de E. J'ai concaténé toutes les commandes en une seule commande. Je prends les facteurs de P. Les facteurs de P, je transforme ça en liste, après je déballe, avant d'appliquer zip, je prends le dernier élément du résultat, et E c'est le maximum de ça, et donc ici c'est 9, c'est normal, parce que l'exposant maximal, on a bien vu, on a x plus 1 puissance 9, et tous les autres exposants sont inférieurs. Donc 9 étant plus grand que 8, strictement, on s'attendrait à ce qu'il fallait dans la suite x, que j'ai pas besoin de rappeler, hein, c'est automatiquement les nouvelles valeurs pour tout ce qui intervient est automatiquement adapté dans la définition de la procédure SX tout à l'heure. Alors là, Sx en 1, il se trouve que c'est déjà une racine de R. Non. Pas Sx1. C'est x indice 2 qui est déjà une racine. Or, la théorie nous dit qu'il fallait, comment dire, qu'on était sûr d'avoir une racine à partir du rang n
x indice n est une racine si n est un entier avec la propriété que 2 puissance n est supérieur à 9. Donc a priori, il fallait aller jusqu'à n égale 4, mais je trouve qu'ici, c'est déjà x indice 2 qui est une racine. Donc ça peut exclure, évidemment. On n'a jamais dit que les éléments précédents dans la suite, ce ne sont pas des racines. Ce sont pas des racines. Il pourra même que x... Non, je ne pense pas que x indice 0 puisse déjà être une racine, à moins que tous les exposants, à moins que e soit égal à 1, bien sûr. Mais en général... bon, bref, en tout cas, ici, voilà, on a une racine avant le terme x indice n. Et on peut vérifier, là encore, on peut calculer la puissance x moins s, et on voit que c'est x moins s puissance e qui est 0 et aucune puissance précédente. Bon, après on peut automatiser ça, au lieu de faire tous ces calculs-là, je peux partant du principe que j'ai déjà k, x, p, r, a et petit x, je peux écrire une petite procédure qui automatise ça et qui rend x indice n, où n c'est le plus petit entier naturel, dès que 2 puissance n est supérieur ou égal à e. Donc ça peut se trouver comme ça, le n, si on ne veut pas avoir recours à des logarithmes ou des choses comme ça, on peut prendre l'entier e, le transformer en entier sage, lâcher la méthode str2 dessus. Donc str, c'est la méthode qui fait d'un entier sage une chaîne de caractères. Si on lui donne l'argument 2, ça va être la chaîne de caractères de l'écriture de e en base 2. Et si je prends la longueur de cette chaîne de caractères, ça c'est exactement l'entier n, qui est la propriété que 2 puissance n est supérieur ou égal à e, et c'est le plus petit entier n avec cette propriété. Donc du coup, ici, ça, je me calcule x indice 4. Alors qu'on a vu que x indice 2 était déjà une racine, vous voyez, x indice 2 est égal à x indice 2, que j'avais calculé, est égal à s indice 4, parce que la suite qu'on a définie par récurrente, de toute façon, est stationnaire à partir du moment qu'on a trouvé une racine. Donc c'est normal qu'on trouve le même résultat. Donc la procédure est moins efficace ici, parce qu'on a vraiment la procédure à calculer x indice 4. Et on peut vérifier que R s'annule bien en 0. Ou encore, on peut automatiser encore mieux, c'est que je peux écrire une procédure qui prend un polynôme comme entrée et qui retrouve tout. Par exemple, ici, on peut définir l'anneau k crochet x comme le parent de p, p étant un polynôme. Le parent de p, c'est l'anneau dans lequel il vit. Et je peux définir x comme le générateur de cet anneau. Et je peux ensuite définir r comme le radical de p, r' comme précédemment, a, l'algèbre de rupture de p, et petit x comme son générateur, c'est-à-dire la classe de x. Je définis, à l'intérieur de cette procédure, je définis la suite xn, sinon ça ne va pas marcher. Et après la commande qu'on a vue, et je rends les trucs qui sont vraiment utiles, c'est-à-dire x indice n. Je vais aussi avoir à ma disposition petit x, sinon je serai obligé de le définir à nouveau, et eux aussi m'intéressent. Et du coup, par exemple, je peux prendre un polynôme quelconque, un coefficient dans f2 en x. Donc voilà la procédure, voilà la commande, polynomial ring gf2 x.random elements. Donc c'est pour un élément aléatoire de degré 20. Et du coup, je peux définir s, x et e comme par la procédure racine du radical que je viens de définir, qui rend s, x et e, que j'appelle donc s, x et e. Donc ça aussi, c'est en Python, on a la possibilité d'attribuer une valeur à 3 variables d'un seul coup. On peut mettre un triplet à gauche égal à une procédure qui rend un triplet, et ça, va donner la valeur à s, x, e qu'il faut. Et donc s, ça va être la racine
Donc là, j'ai pas de chance, j'ai eu un polynôme où x est déjà la radicale. Donc là, j'ai plus de chance. Là, j'ai eu un polynôme qui, visiblement, avait une valeur de e strictement supérieure à 1. Et maintenant, la racine s n'est pas petit x, mais c'est cette expression-là. On peut encore vérifier que cet élément-là est bien... donc visiblement, e est égal à 2 ici. Je calcule x moins s puissance i pour i va de 0 à e. Donc j'ai trois valeurs pour i égale 0, i égale 1, i égale 2. Et donc x moins s est bien nilpotent, et c'est même x moins s puissance 2 qui est égal à 0. Et d'ailleurs, P, c'était le polynôme, c'était ce polynôme-ci. Ok, maintenant on va appliquer ça à l'algorithme de Dunford. Donc on fait ce qu'on vient d'expliquer. Évidemment, ça, je fais ça avec des matrices. Donc je vais prendre, je continue avec K, le corps F2. Je prends des endomorphismes de K puissance 7, F2 puissance 7. Donc je prends une matrice M fois M avec M égale à 7 à quotient dans K. Donc cet espace m'est utile, hein, l'espace des matrices, parce que du coup, si je définis M, l'espace des matrices à quotient de K de taille M fois M, je peux prendre un élément quelconque là-dedans. Donc U, du coup, c'est une matrice. Et donc du coup, je peux définir P, le polynôme caractéristique de U, que je considère comme un polynôme en X, majuscule, hein, et je lâche la procédure qu'on vient de définir, racine du radical sur P. Voilà pourquoi c'était utile d'automatiser tout pour ne devoir donner qu'un polynôme. Je peux lâcher la procédure racine du radical sur P. Et la procédure me rend S, X et E. Donc S, c'est un élément du polynôme, comment dire, de l'algèbre de rupture de P. Donc c'est un élément dans K crochet X quotienté par P. Et je veux avoir un polynôme pour pouvoir l'évaluer en U. Donc du coup, avec ça, je peux prendre un lift, ça s'appelle relevé de petit s, dans l'anneau K crochet X. Donc on peut l'obtenir par la méthode lift. Et pareil pour n, petit n c'est x moins s, je prends un relevé dans K crochet x. Et ces relevés, je peux les évaluer en l'endomorphisme U. Et du coup, j'obtiens US et UN. Alors là, on n'a pas eu de chance. En fait, U était déjà diagonalisable sur F2 bar. Et donc, la matrice nilpotente U indice N, c'est la matrice nulle. Donc là, on a plus de chance. Si j'évalue ça une deuxième fois, tout ça, là, j'ai une matrice nilpotente non nulle. Je peux vérifier que la radicale de P s'annule bien en l'endomorphisme US, à la matrice US, que j'ai appelée US. Hein. US, c'est ce qu'on avait noté U indice S précédemment. C'est la matrice que j'obtiens si j'évalue le polynôme S en petit u. Et effectivement, c'est un racine de R. Et UN, elle doit être nilpotente. Et UN puissance E doit être égal à 0, et effectivement c'est le cas, et U c'est bien la somme des deux. Et comme on peut vérifier, US et UN commutent bien. Alors on peut demander si US est diagonalisable, alors là, ça je donne une erreur, il dit que non, il n'est pas diagonalisable, parce qu'il y a une valeur propre qui n'appartient pas à F2. Il faut agrandir le corps de base. Donc là, je vais condenser ça en une liste de commandes. Je prends les facteurs de R. Donc il faut associer à F2 toutes les racines des polynômes irréductibles division P, ou division R, ça revient au même. Donc je prends les facteurs de R. Je fais la construction comme tout à l'heure. Maintenant, je prends le 0e élément de la liste. Donc ça, c'est la liste des facteurs de R.
Et je lâche la commande degré sur tous ces... Je fais ça avec la notation lambda. Je lâche la commande degré sur tous ces facteurs. Et je prends le plus petit multiple commun. Parce que je sais qu'il me faut le corps à 2 puissance 2 d éléments. Où d c'est le ppcm de tous ces degrés. Pour avoir toutes les racines... pour avoir toutes les racines de R dans F2 bar dans ce corps fini. Donc ici, c'est une extension de degré 2 qui suffisait. Et maintenant, US est diagonalisable sur F4. Et je peux même faire la forme normale de Jordan. La forme normale de Jordan de S. On voit bien que voilà, c'est une matrice diagonale. D'ailleurs, je peux même faire U en forme de Jordan. On va apparaître les blocs de Jordan non triviales. Je peux faire aussi des choses à l'envers. Donc je peux commencer, pour avoir des exemples un peu plus intéressants, je peux commencer avec une matrice présentée par sa forme de Jordan compliquée. Donc je prends une partition quelconque, par exemple de 7. Donc, partitions M c'est 7, donc ça c'est l'ensemble des partitions de 7. Je peux prendre un élément aléatoire, et du coup je peux définir une matrice diagonale par bloc, avec la commande block diagonal matrix. Et pour tout élément de la partition pi, pour tout entier dans la partition pi, hein, c'est des entiers, 4 plus 2 plus 1 c'est 7, ça c'est une partition de 7. Donc d'abord pour i égale 4, je prends un élément aléatoire de mon corps K, et je fais le bloc de Jordan, où les éléments diagonaux sont tous égaux à cet élément aléatoire, et la taille du bloc de Jordan c'est i. Donc je vais avoir un bloc 4-4 avec un élément aléatoire de K, qui est un bloc de Jordan. Et donc pareil, ça me rend une liste, donc il faut déballer pour nourrir tout ça à la commande block diagonal matrix. Donc si on fait ça, par exemple ici, j'ai bien un bloc 4-4, où l'élément aléatoire de K c'était 0 visiblement. Après j'ai un bloc 2-2 de Jordan, et j'ai un bloc 1-1. Donc bon, si on veut par exemple avoir une valeur propre 1 pour le premier bloc, on relance un petit peu, et là j'ai 1. Donc j'ai toujours l'espace de matrice. Et maintenant je prends une matrice aléatoire inversible. Je vais conjuguer V par une matrice P inversible pour avoir une matrice U qui n'est pas déjà sous forme de Jordan, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc je prends un élément quelconque, et s'il n'est pas de déterminant nul, je reprends un élément quelconque, ça finit bien par me donner un élément une matrice 7 x 7 à coefficient F2 de déterminant non nul, c'est-à-dire déterminant 1. Et je vais conjuguer P par ça. Et ça me donne une matrice U, que je peux donc nourrir maintenant à ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà, on a la matrice U, maintenant on l'a évaluée, je peux remonter dans la calcul, et donc on va appliquer évaluer cette cellule-là, pour la matrice U. Donc on n'a pas surpris que US c'est la matrice identité, parce que toutes les valeurs propres c'était de 1, et la matrice nilpotente c'est une matrice un peu plus compliquée. Donc du coup on a la décomposition de Danforth pour cette matrice U. Donc U maintenant, US est même diagonalisable sur F2,
D est égal à 1 ici. Hein, US est diagonalisable, je l'avais déjà calculé. US est diagonalisable sur F2. Et sa forme de Jordan, c'était la matrice identité. Et U, sous sa forme de Jordan, on retrouve la matrice V de tout à l'heure. Voilà pour quelques exemples de calcul. Pour la décomposition de Dunford suivant cet algorithme.